La fin de la Seconde Guerre mondiale a été accueillie avec une jubilation débordante suite à la victoire sur les puissances de l'Axe. Et avec la création des Nations Unies, il y avait le rêve d'un nouvel ordre mondial de liberté, de prospérité et de paix. Même l'avènement de la bombe atomique, l'arme décisive qui a mis fin à la guerre, a été célébré car on croyait qu'elle était si puissante qu'elle rendrait la guerre obsolète. Et pourtant, même avant que les armes ne se taisent, des murmures inquiets étaient partagés dans les couloirs du pouvoir concernant les alliés capitalistes de l'Ouest et les communistes de l'Est, qui jusqu'alors avaient été unis contre le fascisme. Il n'y ayant plus d'ennemis communs pour les unir, les rivalités et les peurs ancestrales ont commencé à réémerger. Les alliés occidentaux de la Royaume-Uni, du Canada, de la France et de l'Amérique n'avaient pas oublié que le leader soviétique Staline avait travaillé avec les nazis pour découper l'Europe de l'Est avant que l'Allemagne n'envahisse la Pologne en 1939. Ils étaient également préoccupés par le refus de Staline de renoncer à son emprise sur les territoires de l'Europe de l'Est que l'Armée rouge avait libérés et par son accaparement de terres en Asie lors de son intervention de dernière minute dans le théâtre du Pacifique contre le Japon. Staline lui-même, aussi paranoïaque que jamais, était convaincu que les alliés occidentaux avaient délibérément retardé les débarquements du jour J afin de saigner l'Union soviétique de ses habitants dans le but d'affaiblir le vaste pays. Le fait que des soldats américains aient combattu dans la guerre civile russe contre les communistes en 1919 n'a fait qu'alimenter sa conviction qu'après Napoléon et Hitler, le prochain leader à amener une armée massive dans l'Union soviétique serait américain. Tant l'Amérique que l'Union soviétique ayant subi des attaques surprises dévastatrices pendant la guerre, elles étaient toutes deux déterminées à que cela ne se reproduise jamais. Ils préparèrent leurs armées à combattre, ce qui s'avérerait être l'un des conflits les plus abstraits de l'histoire, la guerre froide. Bienvenue à Guerre du monde. Alors, qu'est-ce qu'une guerre froide? Pour le dire simplement, une guerre froide est un état d'hostilité politique entre des pays ou des alliances de nations qui se caractérisent par des menaces de guerre ouvertes, la distribution de propagande pour diffuser leurs idéologies respectives et une confrontation militaire indirecte par l'intermédiaire d'un tiers. Nous associons généralement le terme à la période d'hostilité entre les États-Unis et l'Union soviétique et leurs alliés respectifs entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Cependant, l'histoire est pleine d'exemples de tels troubles internationaux. Et même aujourd'hui, il y a des pays qui seraient considérés comme étant en état de guerre froide les uns avec les autres, comme l'Inde et la République islamique du Pakistan-Israël et la République islamique d'Iran, et bien sûr, la République populaire démocratique de Corée et la République de Corée. Ce qui rend la guerre froide américano-soviétique si unique, c'est à quel point elle était étendue, affectant chaque continent sur Terre et les possibles répercussions pour toute l'humanité si elle se transformait en guerre chaude. L'avènement de l'aviation à réaction, de la fuséologie et des armes nucléaires signifiait que pour la première fois, pratiquement toute la planète était un champ de bataille potentiel. Pour cette raison, cela reste peut-être la période la plus dangereuse de l'histoire humaine enregistrée. On considère que la guerre froide a commencé peu de temps après la reddition de l'Allemagne nazie lors de la conférence d'après-guerre où les trois principaux alliés, la Royaume-Uni, l'Union soviétique et les États-Unis, se sont réunis pour discuter de ce qu'il fallait faire de l'Allemagne d'après-guerre et, dans une certaine mesure, de l'Europe elle-même. Même avant le début de la guerre, les unions des républiques socialistes soviétiques avaient commencé à construire leur bloc de l'Est en annexant les petits pays autour de ses frontières, comme l'Estonie et la République de Lettonie, et ils cherchaient à sécuriser les pays qu'ils libéraient des nazis pour les intégrer à ce bloc, en étendant leur influence avec des dirigeants marionnettes. À court d'idées pour déclencher une autre guerre, les deux puissances occidentales ne pouvaient faire grand-chose pour empêcher Staline d'atteindre son objectif, et ainsi,
la République d'Albanie, la République de Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la République démocratique allemande sont toutes tombées sous l'influence de Moscou. La République fédérale de Yougoslavie est également devenue alliée aux unions des républiques socialistes soviétiques après leur révolution, mais a conservé un degré d'autonomie plus grand que les autres pays. Le 3 mars 1946, le premier ministre britannique de l'époque de guerre, Winston Churchill, prononça les désormais célèbres mots devant un public du collège de Westminster, dans le Missouri, qu'un rideau de fer est descendu sur le continent. Cependant, avec la capitulation du Japon en septembre 1945, les États-Unis ont commencé à adopter une ligne beaucoup plus dure avec les unions des républiques socialistes soviétiques, en particulier à travers l'Allemagne occupée, qui avait été divisée en 4 zones sous le règne des puissances victorieuses. La capitale de l'Allemagne, Berlin, était également divisée entre les vainqueurs, mais était située en profondeur dans la zone soviétique, ce qui était source de beaucoup de frustration pour Staline, qui croyait que la ville devrait être entièrement à lui, car c'était ses troupes qui avaient mené la sanglante dernière bataille là-bas, en 1945. Au début, Berlin était contrôlé par un comité conjoint, mais bientôt les alliés occidentaux ont commencé à permettre aux zones de l'Allemagne, sous leur autorité, de se réunir en une seule entité démocratique, qui est devenue le noyau du futur pays de la République fédérale d'Allemagne. Avoir la capitale de ce nouveau pays en territoire contrôlé par les unions des républiques socialistes soviétiques était intolérable pour Staline, et donc, le 24 juin 1948, il a ordonné que toutes les routes terrestres vers Berlin-Ouest soient fermées dans le but de forcer les puissances occidentales à se retirer et finalement lui remettre toute la ville. Entre-temps, les habitants de Berlin-Ouest commenceraient lentement à mourir de faim. Les puissances occidentales, encore sous le choc de leur apaisement de l'agression d'Hitler dans les années 1930, ont décidé de confronter Staline de front, mais au lieu d'envahir la moitié orientale de l'Allemagne, elles ont plutôt organisé un pont aérien massif pour nourrir la population de Berlin-Ouest. Des milliers d'avions, y compris des bombardiers démilitarisés de la guerre, ont été remis en service pour acheminer des fournitures à Berlin par 3 couloirs aériens. Au plus fort de l'opération, des avions atterrissaient et décollaient de Berlin toutes les 30 secondes. Les pilotes américains impliqués dans l'opération ont célèbrement construit des parachutes de fortune pour larguer des bonbons aux enfants allemands alors qu'ils survolaient, tandis que des hydravions britanniques étaient utilisés pour transporter du sel, car leur coque était conçue pour résister à sa nature corrosive. Staline n'a initialement pas été dissuadé par le pont aérien. Compte tenu de l'intensité des opérations aériennes, il a soutenu que les puissances occidentales ne pourraient pas continuer indéfiniment, et surtout au nom d'un ancien ennemi. Néanmoins, les jours ont vite laissé place à des semaines, puis à des mois. Finalement, c'est Staline qui a dû concéder en rouvrant les voies terrestres le 12 mai 1949. La première grande confrontation de la guerre froide avait été remportée par les puissances occidentales, mais ce n'était que le début. Le blocus de Berlin a démontré la menace soviétique pour l'Europe occidentale. Plusieurs pays d'Europe occidentale, tels que la Belgique et les Pays-Bas, s'étaient déclarés neutres lorsque Hitler a envahi l'Ouest en 1940, mais cela n'a prouvé aucune protection. Et donc, leurs gouvernements d'après-guerre ont commencé à envisager de former des alliances militaires pour contrer l'agression soviétique. La Royaume-Uni et la France avaient déjà signé un traité de défense mutuelle, connu sous le nom de traité de Dunkerque, en 1947. Et l'année suivante, cela a été élargi pour inclure les petits pays du Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. À peine un an après cela, avec le blocus de Berlin bien en cours, des négociations ont commencé pour élargir encore plus l'alliance pour inclure ainsi que des pays européens supplémentaires, les États-Unis et le Canada. Le résultat a été l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, connue sous le nom de Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a été établie le 4 avril 1949 avec 12 États membres. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a été fondée sur le principe de la défense mutuelle, le point clé de l'adhésion étant qu'une attaque contre un pays par une puissance étrangère constituait une attaque contre tous les États membres. De plus, elle unifierait la structure de commandement de tous les États membres et fournirait un vaste programme de formation commun qui transformerait 12 armées en une seule titanesque.
Alors que les deux parties se préparaient à une éventuelle confrontation, les pays occidentaux se sentaient rassurés par la possession américaine d'armes atomiques qu'ils espéraient contenir Staline derrière son rideau de fer. Ces armes avaient effectivement mis fin à la Seconde Guerre mondiale et étaient considérées comme si puissantes que les Américains avaient même interdit à la Royaume-Uni, qui avait aidé à développer les armes pendant les projets Manhattan, de les posséder. La Royaume-Uni développerait les siennes au début des années 1950. Le président américain Harry Truman avait informé Staline qu'il travaillait sur une nouvelle super-arme à Potsdam, mais Staline était déjà au courant. Son réseau d'espions avait infiltré le projet Manhattan et il exigeait que ses propres scientifiques construisent une arme équivalente. La première arme atomique soviétique, la RDS-1, était étonnamment similaire à la bombe américaine larguée sur la ville japonaise de Nagasaki. Le 29 août 1949, les unions des républiques socialistes soviétiques ont fait exploser la bombe et elle s'est avérée encore plus puissante que ceux que les scientifiques qui y travaillaient avaient prédit, équivalente à 22 000 bâtons de TNT plus puissante que la bombe de Nagasaki. Le test a horrifié les agences de renseignement occidentales qui ignoraient que le programme d'armes nucléaires soviétiques était si avancé. Ils s'attendaient à ce qu'il faille encore 5 ans aux unions des républiques socialistes soviétiques pour développer une bombe, période pendant laquelle ils auraient des armes encore plus puissantes sous la forme de bombes à hydrogène. Le test n'a fait qu'accélérer les programmes d'armement occidentaux dans le but de les maintenir en avance sur les ingénieurs soviétiques. La première course aux armements nucléaires de l'histoire était désormais en cours. Dans l'ère immédiate de l'après-guerre et jusqu'au début des années 1950, la seule façon viable de livrer une arme nucléaire à une cible était avec un bombardier lourd. Les États-Unis ont initialement compté sur le B-29, qui a livré les bombes qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki en 1945. Mais celui-ci a finalement été remplacé par l'impressionnant B-36 Peacemaker, un géant à 10 moteurs qui a été conçu pour bombarder l'Allemagne nazie depuis le continent américain si jamais la Royaume-Uni était envahie et conquise. Finalement, des types de jets plus récents et plus avancés, tels que les B-47 Stratojet et le désormais légendaire B-52 Stratofortress, ont été mis en service. Les États-Unis avaient un énorme avantage sur les unions des républiques socialistes soviétiques avec leur flotte de bombardiers en CE qu'ils pouvaient les baser dans des pays alliés tels que la Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, plus près de leur cible que s'ils volaient directement depuis le continent américain. Cela a effectivement enfermé les unions des républiques socialistes soviétiques dont les dirigeants ont exigé qu'une force de bombardiers à très longue portée soit développée pour contrer la menace américaine. Ces bombardiers devraient être capables d'attaquer les États-Unis et ses alliés depuis des bases situées en territoire soviétique. En attendant, les unions des républiques socialistes soviétiques ont dû se contenter d'utiliser une copie non licenciée du B-29, connu sous le nom de Tu-4. L'un des bombardiers les plus impressionnants de ces nouveaux modèles était le Myasishchev, M4 à 4 moteurs, qui a tellement surpris les services de renseignement occidentaux que lorsqu'ils ont vu les étranges nacelles sur les ailes, ils ont supposé qu'elles comportaient une arme ou une technologie défensive avancée. En réalité, ils contenaient de petites roues pour soutenir les ailes lorsqu'ils étaient au sol. Malheureusement, l'ingénierie soviétique n'était pas aussi avancée que celle des fabricants de bombardiers occidentaux et l'avion n'a pas été à la hauteur des attentes. Un autre bureau de conception russe, Tupolev, a plutôt proposé le Tu-95, un design qui peut retracer ses racines jusqu'au Tu-4 dérivé du B-29. Bien qu'il ressemble davantage à un bombardier de la Seconde Guerre mondiale, le Tu-95 était équipé de moteurs turbopropulseurs économes en carburant, dont les pales tournèrent si vite qu'elles brisaient souvent le mur du son à haute vitesse. Cet avion a finalement donné aux unions des républiques socialistes soviétiques un bombardier avec lequel ils pouvaient réellement menacer les États-Unis. Et comme le B-52, il est toujours utilisé par les forces russes aujourd'hui. La Royaume-Uni n'a pas pu se permettre une force massive de bombardiers pour transporter ses armes nucléaires comme les Américains et les unions des républiques socialistes soviétiques, et a donc choisi la qualité plutôt que la quantité, développant 3 bombardiers à réaction très avancée connus collectivement sous le nom de V-Force. Cependant, les 3 parties ont dû faire face à des systèmes d'armes défensifs de plus en plus sophistiqués de la part du côté opposé, tels que des intercepteurs supersoniques, certains d'entre eux avaient même des armes nucléaires propres et finalement des missiles solaires. Ainsi, les 3 pays ont commencé à développer des missiles nucléaires air-sol, qui permettraient aux bombardiers d'attaquer leurs cibles en dehors de la portée des défenses aériennes ennemies.
Afin de les protéger d'une destruction au sol lors d'une attaque surprise de type Pearl Harbor, les États-Unis ont maintenu un grand nombre de leurs bombardiers en volume et armés d'armes nucléaires prêtes à frapper les unions des républiques socialistes soviétiques à tout moment. Cependant, cette pratique a été arrêtée après une série d'accidents, dont une collision en volume entre un B-52 et un ravitailleur au-dessus de l'Espagne, au cours de laquelle 4 bombes nucléaires ont plu sur la côte espagnole en 1966. Divisée le long du 38e parallèle, la péninsule coréenne est devenue le récit de 2 nations après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la moitié nord du pays étant soutenue par l'Union soviétique et le sud par les États-Unis. Après la création de 2 gouvernements distincts, les unions des républiques socialistes soviétiques et les Américains s'étaient largement retirés de la péninsule en 1949. Cependant, le Nord a fait pression sur Staline pour qu'il soutienne une puissante poussée militaire vers le sud afin d'obtenir une victoire rapide qui rendrait impossible toute intervention des États-Unis et unifierait ainsi la Corée sous un seul drapeau communiste. Staline a approuvé, et en juin 1950, le monde a été stupéfait par une soudaine invasion de la République de Corée par la République populaire démocratique de Corée déclenchant la guerre de Corée. Les Nations unies avec les États-Unis comme principal parti ont rassemblé des forces armées de 20 et un pays dont l'Australie et le Royaume-Uni pour les repousser. Les forces alliées ont repoussé les Nord-Coréens vers le nord, qui, avant leur débarquement, étaient sur le point de vaincre le sud. Les forces américaines et alliées les ont poursuivis à travers le 38e parallèle et jusqu'à la rivière Yalu, mais cela a à son tour provoqué la République populaire de Chine qui a lancé une invasion massive en soutien aux Nord-Coréens et a ainsi prolongé la guerre jusqu'en 1953, date à laquelle environ 2,8 millions de personnes étaient mortes. Les combats dans la guerre de Corée ont beaucoup ressemblé à ceux de la Seconde Guerre mondiale, y compris les raids de bombardement de masse contre les villes nord-coréennes. La guerre a vu les premières batailles aériennes de jet contre jet, qui comprenaient des pilotes soviétiques dans des MiG-15 combattant secrètement des pilotes américains, bien que cela ne soit révélé que de nombreuses années plus tard. Les négociations en 1954 n'ont produit aucun autre accord, et la ligne de front a été acceptée depuis lors comme la frontière de facto entre la République populaire démocratique de Corée et la République de Corée. En 1945, la République fédérale d'Allemagne a été intégrée à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ce que les unions des républiques socialistes soviétiques ont condamné comme un mouvement déstabilisateur. Ils ont fait signer à leurs alliés d'Europe de l'Est le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle, plus communément connu sous le nom de Pacte de Varsovie. L'Alliance avait pour but de contrer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en Europe, mais fonctionnait différemment de son équivalent occidental. Alors que l'influence des États-Unis au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord était considérable, elle n'était pas absolue, tandis que le pacte de Varsovie était essentiellement une extension des forces armées soviétiques. De cette façon, Staline a pu maintenir son emprise sur les pays du pacte de Varsovie en leur refusant la possibilité d'agir indépendamment. Ainsi, alors que les pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord avaient accès au dernier système d'armes américain dans le cadre du programme d'assistance mutuelle, les pays du pacte de Varsovie se voyèrent fournir des versions inférieures de l'équipement soviétique, amenant beaucoup à spéculer que les unions des républiques socialistes soviétiques voyaient les pays du pacte de Varsovie comme de simples chairs à canon à sacrifier dans les premiers jours d'un conflit avec les armées de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, technologiquement supérieures. La guerre froide était une période de secret sans précédent. Savoir. Ce que l'autre côté faisait offrait d'énormes avantages dans l'arène diplomatique des Nations Unies, où les deux côtés se confrontaient régulièrement directement pour défier l'autre sur leurs activités. Le réseau d'espionnage de la guerre froide est devenu légendaire, étant glamourisé dans la culture populaire, mais il était souvent loin d'être aussi clinquant que James Bond. Au contraire, c'était une entreprise hautement dangereuse et souvent sale, où la capture pouvait signifier soit une longue peine de prison, soit dans certains CA, simplement disparaître de la surface de la Terre. Dès 1950, les avions américains et britanniques ont commencé à effectuer des missions de reconnaissance autour, et parfois dans l'espace aérien soviétique. Les unions des républiques socialistes soviétiques ont riposté le 8 avril 1950
en abattant un avion espion américain, le premier de nombreux qui seraient abattus par les défenses soviétiques pendant la guerre froide. En 1956, lorsqu'un navire de guerre soviétique a amené Nikita Khrouchtchev en Royaume-Uni, l'homme qui remplacerait Staline à sa mort en tant que leader de l'Union soviétique, un plongeur de la marine royale nommé Lionel Crabb, a été retrouvé des semaines plus tard la tête manquante. Un plongeur soviétique a plus tard avoué avoir tué Crabb parce qu'il avait été repéré en train d'essayer de fixer un dispositif sur le navire soviétique. Les puissances occidentales n'avaient pas peur de violer délibérément le territoire soviétique afin de recueillir des renseignements. Les équipages de la Royal Air Force, pilotant des avions de reconnaissance américains RB-45 Tornado, ont emprunté les routes que les bombardiers prendraient pour attaquer des cibles en Europe de l'Est afin d'étudier la densité des défenses. Pendant ce temps, les États-Unis ont développé l'avion espion secret U-2 qui volait à une altitude extrêmement élevée au-dessus des défenses soviétiques pour espionner les bases soviétiques. Cependant, les défenses soviétiques sont devenues de plus en plus avancées et le 1er mai 1960, un U-2 a été abattu à l'intérieur du territoire soviétique et son pilote, Francis Gary Powers, a été capturé et jugé, à la grande gêne des États-Unis. Les unions des républiques socialistes soviétiques manquaient de la technologie pour construire un U-2 équivalent, mais les deux parties ont ensuite commencé à espionner l'autre avec des satellites espions. C'est en fait une photo prise par un satellite espion soviétique qui a donné au monde son premier aperçu de la notoire installation de la zone 51 au Nevada. Les sous-marins nucléaires des deux côtés ont également passé beaucoup de temps à s'espionner mutuellement. Et à plus d'une occasion, il y a eu des collisions entre les navires, peut-être la plus grave étant lorsque le sous-marin soviétique K-314 a percuté le porte-avions américain USS Kitty Hawk en 1984. Les espions des deux côtés opéraient sous couverture, vivant apparemment une vie normale dans le pays de leur adversaire, tout en recueillant des données sur l'activité militaire et politique. Au Royaume-Uni, un groupe qui est devenu connu sous le nom de les 5 de Cambridge a transmis des informations à l'Union soviétique pendant les années 1950. Malgré leur découverte, leur opération a fortement ébranlé la confiance que les États-Unis avaient dans le contre-espionnage britannique. CE, qui a conduit les États-Unis à retenir brièvement une partie de leurs propres renseignements des sources britanniques. Cependant, aucun camp n'a jamais été exempt d'espions ennemis dans ses rangs. Alors que les 5 de Cambridge étaient découverts, les Britanniques avaient recruté le colonel Oleg Penkovsky du renseignement militaire soviétique pour leur fournir des informations, tandis que les Américains Jules et Ethel Rosenberg étaient arrêtés en 1950 pour avoir été des espions soviétiques depuis 1942. Tous deux ont été reconnus coupables et exécutés sur la chaise électrique. Des espions ont continué à être découverts dans tous les domaines de la société des deux côtés du rideau de fer, jusqu'à, et même après, la fin de la guerre froide. « 1956 a été une année problématique pour les deux côtés du rideau de fer. Sur l'île de République de Cuba, située à environ 90 miles du continent américain, les rebelles communistes ont renouvelé leurs efforts pour renverser la direction cubaine pro-américaine. Le 29 avril, les rebelles cubains ont attaqué une caserne de l'armée, et bien qu'ils aient été repoussés, cela a tellement encouragé les sympathisants rebelles que les dirigeants communistes en exil sont revenus à République de Cuba. Parmi eux se trouvait Fidel Castro. Juste 2 ans plus tard, Castro arriverait au pouvoir, pour le plus grand plaisir de Moscou. Entre-temps, cependant, le nouveau leader soviétique Khrouchtchev a dû faire face à un soulèvement en Hongrie, commencé le 23 octobre, et durant plus de 2 semaines, l'insurrection était opposée au gouvernement au pouvoir, considérés comme des marionnettes soviétiques. Des troupes soviétiques ont afflué à Budapest pour réprimer l'insurrection, mais pas avant que plus de 2500 personnes aient été tuées et plus de 200 000 Hongrois déplacés en tant que réfugiés. Alors que les Hongrois se soulevaient, les forces britanniques et françaises se rassemblaient en Méditerranée pour prendre d'assaut le canal de Suez, qui avait été nationalisé par le président égyptien et était menacé par les combats entre l'Égypte et Israël. Il s'avérerait que le conflit égypto-israélien avait été orchestré par Londres et Paris comme prétexte pour ramener le canal sous le contrôle occidental et le maintenir ouvert à la navigation anglo-française, qui aurait sinon dû naviguer autour de l'Afrique pour maintenir le commerce avec l'Extrême-Orient. Les forces anglo-françaises ont vaincu les Égyptiens et ont débarqué leurs troupes sur les rives du canal,
mais cela s'avérerait être un désastre politique. Le président américain Dwight D. Eisenhower était furieux de ne pas avoir été consulté au préalable et estimait que l'opération était une distraction par rapport à la situation hongroise. Il a menacé de retirer le soutien financier aux deux pays s'ils ne se retirèrent pas, et ainsi, la Royaume-Uni et la France se sont retirés dans l'embarras. Pour la Royaume-Uni, cela a finalement prouvé qu'ils n'étaient plus la grande puissance qu'ils étaient autrefois, et ils devraient se contenter d'être une puissance régionale majeure en Europe. La France, en revanche, était furieuse de la réponse américaine, et cela a signalé une détérioration marquée des relations qui menaçaient son adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Dans la quête constante de surpasser l'autre, les deux côtés du rideau de fer ont investi d'énormes ressources pour développer des moyens plus rapides et plus efficaces de livrer des bombes nucléaires contre l'autre. Les bombardiers étaient toujours considérés comme le moyen le plus efficace, avec des types extrêmement avancés et futuristes, comme le XB-70 Valkyrie en cours de développement, qui en théorie pourrait contourner toutes les défenses qu'il rencontrait grâce à ses performances à haute vitesse et à haute altitude. Cependant, la fuséologie était considérée comme l'avenir, surtout par les unions des républiques socialistes soviétiques, dont la force de bombardiers était toujours en désavantage en termes de technologie et de base par rapport à l'Ouest. Bien que les États-Unis aient eu leur propre programme de fusées, l'Atlas a été assailli par une série de problèmes. En 1953, les unions des républiques socialistes soviétiques ont commencé à travailler sur l'immense fusée à plusieurs étages R-7, qui était conçue pour transporter une bombe à hydrogène sur environ 4000 miles à plus de 20 fois la vitesse du son. Après un essai de lancement raté au cours duquel la R-7 a pris feu, un essai réussi a été effectué le 20 et 1 août 1957 la fusée, parcourant 3700 miles en quelques minutes. Juste 2 mois plus tard, le même type de fusée a été utilisé pour lancer Sputnik en orbite, le premier satellite artificiel. Le lancement de Sputnik a eu une place importante dans la guerre froide en cours, car il a démontré à quel point la technologie soviétique était avancée, leur donnant ainsi un plus grand levier dans les négociations. C'était aussi une question de fierté. En 1959, le R-7 est devenu opérationnel, et les unions des républiques socialistes soviétiques avaient désormais un moyen de menacer les bases de bombardiers américaines de destruction, quelques minutes seulement après le début des hostilités, et avant que la majorité des forces aériennes américaines ne puissent même se mobiliser. Ayant largement résolu les problèmes avec leur propre système de missiles Atlas, les États-Unis ont déclaré qu'ils avaient une capacité équivalente à riposter aussi rapidement que toute attaque surprise de missiles soviétiques. C'était l'aube de le missile balistique intercontinental, le missile balistique intercontinental, qui, à partir de ce moment-là, commencerait à remplacer les bombardiers comme principal moyen de transporter les dissuasifs nucléaires des deux côtés. Comme les bases de bombardiers, cependant, les bases de missiles balistiques intercontinentales étaient également vulnérables aux attaques car elles étaient de grandes cibles statiques. Les sous-marins offraient la solution. Les sous-marins à propulsion nucléaire pouvaient patrouiller sous l'eau pendant des semaines avec un arsenal de missiles nucléaires cachés de l'ennemi. Cela s'est avéré être le dissuasif ultime puisqu'ils pouvaient non seulement transporter un grand nombre de missiles, mais ils étaient également extrêmement difficiles à détecter. Le missile balistique intercontinental a changé les règles du jeu pour toujours. Au fur et à mesure que de plus en plus de missiles balistiques intercontinentaux devenaient opérationnels, le danger grandissait, car aucun des deux côtés ne pouvait désormais attaquer l'autre avec confiance sans subir d'énormes dommages eux-mêmes. C'était la destruction mutuelle assurée, connue de manière appropriée sous le nom de Madagascar. L'arrivée des années 1960 a marqué une nouvelle phase de la guerre froide. L'Union soviétique, après avoir mis son premier satellite en orbite, a envoyé le premier homme dans l'espace en avril 1961. Un mois après, les États-Unis ont aussi lancé leur premier astronaute dans l'espace. Le président récemment élu John F. Kennedy a annoncé que les États-Unis battraient les unions des républiques socialistes soviétiques pour aller sur la Lune. Mais juste au moment où cette ambition louable a commencé, son administration a concentré son attention sur la gestion du leadership communiste sous Fidel Castro à République de Cuba. Malgré les conseils de ses conseillers selon lesquels République de Cuba ne représentait aucune véritable menace pour les États-Unis, Kennedy croyait que renverser Castro et rétablir un gouvernement pro-américain montrerait aux unions des républiques socialistes soviétiques
qu'il était une force avec laquelle il fallait compter. Il a donc autorisé une opération de la Agence centrale de renseignement pour soutenir les exilés cubains anticommunistes basés au Nicaragua dans une tentative d'invasion et de renversement de Castro. L'Agence centrale de renseignement a dit à Kennedy qu'une fois l'invasion commencée, le peuple cubain rejoindrait les exilés pour combattre le régime de Castro. C'était une grave sous-estimation de combien de soutien parmi son peuple Castro avait. Le 17 avril 1961, les exilés ont envahi un endroit isolé sur la côte sud de République de Cuba, appelé la baie des Cochons. L'invasion a été un désastre. Juste 24 heures plus tard, les exilés ont été capturés par les forces de Castro et il n'y a eu aucun soulèvement populaire contre le leader communiste. Cependant, cela a poussé Castro à se tourner vers l'Union soviétique, exigeant un soutien militaire accru pour freiner toute future invasion soutenue par les États-Unis. L'Union soviétique a répondu en envoyant secrètement des missiles nucléaires sur l'île. Ailleurs, un immense mur a été érigé autour de Berlin-Ouest pour la couper entièrement de la République démocratique allemande, afin d'empêcher l'ouest de la ville d'être utilisé par des transfuges tentant de traverser le rideau de fer ou par des espions tentant de le pénétrer. Connu simplement sous le nom de mur de Berlin, il symboliserait la division du monde tout au long de la guerre froide. Cette division du monde semblait seulement s'aggraver alors que les années 60 battèrent leur plein. Les deux grandes superpuissances communistes, la République populaire de Chine et l'Union soviétique, traversaient une période semblable à un divorce politique. Les deux nations divergeant sur des points idéologiques clés, conduisant à la rupture des liens politiques. Pendant ce temps, la France était extrêmement frustrée par son appartenance à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, puisque l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord refusait d'aider le pays à conserver ses possessions coloniales en Afrique. Ils étaient également ressentiments de l'influence que les États-Unis avaient sur l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, le refus des États-Unis de partager des armes nucléaires avancées avec eux, comme ils le faisaient avec la Royaume-Uni, et comment les États-Unis étaient en mesure de saper largement les exportations militaires françaises vers l'Alliance avec leur programme d'assistance mutuelle. À la fin de la décennie, la France se retirerait de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et demanderait aux forces américaines de quitter leur pays. En octobre 1962, un avion espion U-2 au-dessus de République de Cuba a repéré des preuves de la construction des missiles de Khrouchtchev. Cela a déclenché la crise des missiles cubains, une période de 13 jours où le monde semblait prêt à éclater en conflit nucléaire. Kennedy a ordonné un blocus de République de Cuba pour empêcher le transport de davantage de missiles, tandis que les deux parties s'engageaient souvent dans des négociations clandestines. Au final, Khrouchtchev a accepté de retirer les missiles en échange de la promesse publique des États-Unis qu'il n'envahirait pas République de Cuba à l'avenir. Il y avait également un accord secret pour retirer les missiles américains en République de Turquie. L'ensemble de l'affaire a été largement considéré comme une victoire américaine, mais en réalité, c'était un match nul. En se retirant du précipice, la crise a eu un impact profond sur les politiques étrangères des deux côtés. Il y a eu plus d'efforts à l'avenir pour éviter une confrontation directe, mais cela signifiait à son tour que pour s'affronter, les superpuissances voyaient leurs efforts de plus en plus redirigés par des tiers. Un tel endroit étaient les jungles étouffantes de l'Asie du Sud-Est, le Royaume du Cambodge, le République démocratique populaire Lao, le Royaume de Thaïlande et le Vietnam. Le Vietnam était autrefois connu sous le nom d'Indochine française et faisait partie des possessions de l'extrême-orient de la France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle il a été annexé par les Japons. Les Vietnamiens ont formé des groupes de résistance contre les Japons, le plus en vue étant le Viet Minh communiste, dirigé par Ho Chi Minh. Avec la défaite des Japons, les Vietnamiens pensaient qu'ils pouvaient enfin se déclarer un État libre et indépendant. Mais les États-Unis ont soutenu l'ambition de la France de reconquérir l'ancienne colonie. Le Viet Minh a mené une guerre de guérilla brutale contre les Français tout au long de la seconde moitié des années 1940, les Français comptant fortement sur l'équipement américain pour maintenir leur combat. En 1950, l'Union soviétique et la République populaire de Chine ont reconnu la République démocratique du Vietnam, du Viet Minh, dans le nord du pays comme un État indépendant, tandis que dans le sud, les alliés de la France ont reconnu la ville de Saigon comme la capitale pro-occidentale de CE, qui deviendrait simplement la République du Vietnam. Les combats entre le Viet Minh et les Français ont continué jusqu'à la sanglante bataille de Dien Bien Phu en 1954, où les Français ont subi une défaite humiliante.
Un cessez-le-feu a été déclaré et les Français se sont retirés, accordant au passage l'indépendance aux pays voisins du République démocratique populaire Lao et du Royaume du Cambodge, tandis que le Vietnam restait divisé. Après une brève période de paix relative, des combats ont éclaté dans le sud entre les forces gouvernementales et une armée paysanne, connue sous le nom de Viet Cong, qui a rapidement reçu le soutien du Nord-Vietnam de Ho Chi Minh. Sous la présidence de Kennedy et plus tard du président Lyndon Johnson qui lui a succédé après son assassinat, les États-Unis se sont de plus en plus impliqués dans la formation et le soutien des Sud-Vietnamiens jusqu'en 1964, où un navire de guerre américain aurait été attaqué par des vedettes rapides nord-vietnamiennes. En réponse, Johnson a autorisé une massive accumulation de forces, y compris des unités de combat qui se battraient directement avec le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne. Au cours des 11 années suivantes, les forces américaines technologiquement supérieures se sont retrouvées empêtrées dans une amère guérilla avec les communistes. Une massive campagne aérienne connue sous le nom de Tonnerre roulant, qui était dirigée contre le Nord-Vietnam et visait à leur refuser la capacité de poursuivre la guerre, a été rendue inefficace par le président Johnson, imposant des règles paralysantes sur ce que les pilotes pouvaient et ne pouvaient pas faire. Cela visait à éviter de tuer les conseillers soviétiques qui formaient les républiques démocratiques du Vietnamien, de peur de créer une situation similaire à la crise des missiles cubains, mais limitait ce que la puissance aérienne américaine pouvait accomplir et coûtait la vie à des centaines d'aviateurs. Sur le terrain, les troupes américaines combattaient dans un terrain extrêmement dense qui leur était totalement étranger contre un ennemi qui vivait sur cette terre depuis des générations et qui avait une énorme expérience de combat en 1964 après avoir combattu les Japon et les Français. Avec l'opposition à la guerre qui grandissait aux États-Unis, le moral et la discipline parmi le personnel de service américain étaient bas, surtout parmi les conscrits, dont beaucoup venaient à peine de quitter l'école. L'abus de drogue et l'alcoolisme étaient monnaie courante, tandis que certains soldats américains commettaient des crimes de guerre contre des civils pour la perte de leurs camarades. En 1968, Richard Nixon a été élu président et a promis de sortir l'Amérique du Vietnam. Il a arrêté d'envoyer des conscrits dans le pays et a plutôt compté sur des troupes volontaires formant les Sud-Vietnamiens pour prendre le rôle de combat, un processus connu sous le nom de vietnamisation. Le 20 juillet 1969, les États-Unis ont atteint l'objectif ultime de la course à l'espace en mettant un homme sur la Lune. Cependant, à la maison, la guerre du Vietnam déchirait la société américaine. Beaucoup avaient déjà convenu qu'elle était ingagnable. La question était de savoir comment se retirer tout en sauvant la face. Nixon était sans aucun doute un dur à cuire face aux communistes. C'est donc un choc lorsqu'il a été révélé en 1972 qu'il effectuerait une visite historique en République populaire de Chine, profitant de l'effondrement des relations entre Beijing et Moscou. Cette visite est d'autant plus incroyable quand on considère que les forces américaines étaient encore engagées dans le combat contre la République démocratique du Vietnam, qui était soutenue par la République populaire de Chine. Nixon lui-même considérait la visite d'une semaine comme l'une des plus importantes au monde. Bien que les résultats immédiats de la visite aient été limités, à long terme, elle a jeté les bases de la transformation de la République populaire de Chine en un partenaire commercial majeur des États-Unis, tout en élargissant davantage le fossé entre la République populaire de Chine et l'Union soviétique, les empêchant ainsi de combiner leurs puissances contre l'Occident. Juste quelques semaines après cette visite, les États-Unis et l'Union soviétique ont signé le traité sur la limitation des systèmes antimissiles balistiques, le premier des traités de limitation des armements stratégiques, visant à réduire les menaces que les armes nucléaires font peser sur le monde. Ce serait une année de renouveau de l'espoir de paix d'une manière ou d'une autre, et cela incluait le Vietnam, où Nixon avait levé presque toutes les restrictions sur la puissance aérienne américaine engagée contre le Nord. L'opération Linebacker 2 a vu d'énormes raids aériens visant à écraser l'infrastructure du Nord et à les forcer à la table des négociations de paix. L'opération semblait réussir avec des négociateurs des deux côtés se rencontrant à Paris et convenant d'un cessez-le-feu le 23 janvier 1973. Les forces américaines ont commencé à se retirer, bien que des contingents de forces aériennes et navales resteraient en CA de reprise des hostilités. Toutefois, c'était une ruse du Nord pour que les Américains se retirent. En 1974, le Nord a renouvelé son assaut sur le Sud et malgré les menaces que les forces américaines reviendraient en masse,
les États-Unis ont commencé à évacuer leurs propres personnes et un certain nombre de civils hors du Sud, qui est tombé aux mains du Nord le 30 avril 1975. La ville de Ho Chi Minh-Ville a été rebaptisée Ho Chi Minh-Ville en l'honneur du leader du Viet Minh, qui était décédé avant la fin. Pour l'Occident, la nature autoritaire du régime soviétique, couplée au peu d'informations qui parvenaient au monde, a convaincu beaucoup de gens que les habitants là-bas étaient semblables à des robots, dépourvus de tout sens de l'individualité, et suivant les instructions de l'État sans poser de questions. Cependant, la réalité était très différente, et en fait, les années 1970 ont vu une agitation croissante en Europe de l'Est et en Union soviétique. Les produits de contrebande occidentaux comme la musique, les films et les vêtements sont très prisés. Les gens se rencontraient pour écouter de la musique de groupes comme les Beatles dans des endroits similaires aux bars clandestins américains à l'époque de la prohibition de l'alcool. Peut-être que la menace la plus significative à l'autorité de Moscou a émergé en novembre 1975 lorsque l'équipage de la frégate Storozevoï de la marine russe s'est mutiné dans l'espoir d'inspirer leurs camarades à les rejoindre. Les mutins étaient des communistes engagés qui croyaient que leur direction échouait. Pendant la mutinerie, les équipages de bombardiers soviétiques ont reçu l'ordre de couler le navire, mais ils ont refusé de tuer leurs compatriotes. Finalement, le capitaine de la frégate a réussi à reprendre son commandement avant que personne ne soit tué. Le leader de la mutinerie a été jugé et exécuté. En plus des États-Unis, les unions des républiques socialistes soviétiques ont participé à d'autres discussions visant à plus de traités de limitation des armes stratégiques. Et en juillet 1975, les astronautes américains et les cosmonautes soviétiques ont amarré leurs engins dans l'espace et se sont serrés la main dans un geste émouvant en faveur de la paix. Cependant, aucun des deux côtés n'était prêt à renoncer à ses ambitions de devenir la puissance mondiale dominante. En 1976, les unions des républiques socialistes soviétiques et les républiques de Cuba ont travaillé à installer un gouvernement communiste en République d'Angola, mais le plus grand pari des unions des républiques socialistes soviétiques de la décennie a été d'envahir l'Afghanistan le jour de Noël, 1979. Les unions des républiques socialistes soviétiques avaient été une influence majeure dans la politique afghane tout au long des années 70 et ont tenté de moderniser la société du pays selon les lignes soviétiques. Cela signifiait que l'homme ordinaire pouvait posséder des terres et que les femmes avaient un statut égal. Cependant, cela violait les lois tribales du pays, conduisant à une révolte contre le gouvernement soutenu par les unions des républiques socialistes soviétiques, par les Moudjahidines, les soldats islamiques de Dieu. La guerre en Afghanistan était à bien des égards un renversement du Vietnam, les États-Unis formant et équipant les soldats Moudjahidines avec des armes avancées, comme le système de missiles solaires Stinger. Les soldats soviétiques ont souffert de nombreux problèmes similaires à ceux des États-Unis au Vietnam, devant faire face à un ennemi primitif mais tenace qui ne prenait presque jamais de prisonniers. Comme les soldats américains, le moral parmi les conscrits a particulièrement chuté, amenant beaucoup à boire et à se droguer, ce qui a à son tour contribué à des actes de violence contre les civils. Cela n'a fait qu'encourager davantage le peuple afghan à se soulever contre les unions des républiques socialistes soviétiques. Les dirigeants occidentaux étaient outrés par l'invasion soviétique. Le président américain Jimmy Carter et la nouvelle première ministre britannique, Margaret Thatcher, ont mené un chœur de pays qui ont boycotté les Jeux olympiques de Moscou de 1980 en signe de protestation. Néanmoins, les unions des républiques socialistes soviétiques resteraient engagées dans la guerre en Afghanistan tout au long des années 1980 à venir. C'est dans ce contexte que le président Ronald Reagan a pris ses fonctions le 20 janvier 1981. Reagan était un anticommuniste sans concession qui affirmait que l'administration Carter avait été trop faible pour contenir les unions des républiques socialistes soviétiques. Trouvant une alliée clé en la personne de Margaret Thatcher tout aussi intransigeante, ils ont présenté un front puissant pour faire face aux unions des républiques socialistes soviétiques, conduisant à une période de tension accrue. Reagan n'a jamais eu peur de brandir les sabres américains contre les unions des républiques socialistes soviétiques, autorisant d'énormes exercices militaires autour du territoire soviétique, destinés à montrer qu'il était sérieux. Il a également commencé un renforcement majeur des forces américaines et a promis son soutien à tout groupe luttant pour la liberté contre l'oppression communiste, en particulier en Amérique latine.
Il a également fait beaucoup d'efforts pour diaboliser les unions des républiques socialistes soviétiques, déclarant qu'ils étaient un empire du mal, les comparant aux méchants dans les films Star Wars. En 1983, il a profité de l'abattage d'un avion de ligne coréen, le volume 007, par un chasseur soviétique, pour aggraver encore l'opinion mondiale à l'égard des unions des républiques socialistes soviétiques et galvaniser le soutien à sa politique étrangère et militaire, y compris probablement ce qui était son projet le plus ambitieux pour le complexe militaire américain jusqu'à présent. Il ne fait guère de doute que la politique de destruction mutuelle assurée a empêché l'éclatement d'une guerre ouverte entre les superpuissances. Cependant, pour les durs des deux côtés du rideau de fer, c'était une situation totalement inacceptable. Il considérait la situation comme similaire à celle de vivre avec un voisin qui pointe constamment un pistolet chargé sur votre visage. Non seulement cela signifiait qu'il y aurait toujours une impasse, ce qui en soi coûterait des milliards de dollars et de roubles à maintenir, mais il y avait aussi le risque toujours présent qu'un accident déclenche un holocauste nucléaire. Quelque chose qui a été évité de justesse à plusieurs reprises par toutes les parties. Lorsqu'il a visité une installation radar américaine qui surveillait les lancements de missiles nucléaires soviétiques, Reagan a été horrifié d'apprendre que les États-Unis n'avaient pas de moyens efficaces de se défendre contre l'attaque, autre que de simplement riposter avec leurs propres armes nucléaires contre les unions des républiques socialistes soviétiques. Il a donc ordonné à l'industrie de la défense américaine de commencer à travailler sur le développement de moyens pour détruire les missiles soviétiques avant qu'ils n'atteignent les États-Unis. Un projet qu'il a baptisé l'initiative de défense stratégique, mais qui a depuis été rappelé comme le programme Star Wars, parce qu'il implique un armement laser basé sur des satellites. Les unions des républiques socialistes soviétiques ont considéré l'IDS comme un mouvement sérieusement déstabilisateur. Si elle réussissait, l'IDS avait le potentiel de permettre aux États-Unis d'attaquer l'Union soviétique sans la menace de représailles, annulant ainsi la politique de Madagascar. C'était totalement inacceptable et ils ont commencé à travailler sur le développement de leurs propres contre-mesures. Les deux parties ont dépensé d'énormes sommes d'argent pour leurs programmes respectifs, mais finalement, très peu en est ressorti. Cependant, des années plus tard, il a été spéculé que Reagan savait que l'IDS n'était pas réalisable et que la véritable raison en était de nuire à l'économie soviétique. À cet égard, on peut dire qu'il a été incroyablement réussi. Alors que beaucoup se retrouvaient pris dans le patriotisme de l'ère Reagan et les sentiments anti-soviétiques, une nouvelle voix s'élevait contre la situation mondiale. En 1983, le réseau américain ABC a diffusé le film bouleversant, le jour d'après, relatant les faits qu'une guerre nucléaire aurait sur une petite ville du Midwest. Un an après, la British Broadcasting Corporation a montré le film d'horreur, suivi de Fils. Les réseaux des États-Unis ont considéré Fils comme si important qu'ils l'ont diffusé dans son intégralité sans pause publicitaire, une démarche sans précédent. Les deux films ont aidé à stimuler les mouvements croissants visant à mettre fin à la course aux armements nucléaires, comme la campagne britannique pour le désarmement nucléaire. Serious Moments ont commencé à se filtrer dans la culture pop avec des clips musicaux, comme Two Tribes de Frankie Goes to Hollywood, mettant en scène des caricatures des dirigeants américains et soviétiques dans un match de lutte. En Royaume-Uni surtout, les manifestations dans les bases militaires où étaient stockées les armes nucléaires devenaient souvent violentes. Alors que tout le monde convenait que les objectifs du mouvement étaient nobles, les partisans de Reagan et Thatcher réitéraient que, à moins que quelque chose ne change radicalement dans la seconde moitié de la décennie, alors les armes nucléaires étaient nécessaires pour contenir les unions des républiques socialistes soviétiques de leur côté du rideau de fer. En 1986, un incident s'est produit que la plupart des historiens s'accordent à dire qu'il a déclenché le début de la fin de la guerre froide. Dans la nuit du 25 au 26 avril, une explosion a eu lieu à la centrale de Tchernobyl en Ukraine. Ce n'était guère le premier accident nucléaire en Union soviétique, mais celui-ci a répandu des particules radioactives dans toute l'Europe du Nord, ce qui a rendu impossible pour les unions des républiques socialistes soviétiques de le cacher. Bien que ce fût un incident civil, il a eu des conséquences militaires de grande portée car le monde a commencé à poser des questions de plus en plus sérieuses sur l'énergie nucléaire, les armes nucléaires et leur gestion. Quelques mois seulement après l'incident, Reagan a rencontré le dirigeant soviétique Gorbatchev
et les deux parties ont convenu de retirer leurs missiles nucléaires intermédiaires d'Europe. En Union soviétique, les problèmes économiques alimentés par l'énorme budget militaire soviétique paralysaient le pays. Et dans un effort pour les résoudre, Gorbatchev a introduit la politique de glasnost, une politique d'ouverture, où pour la première fois, la personne moyenne a pu critiquer ouvertement la politique gouvernementale. Être libre de parler ouvertement a conduit à des appels pour que les troupes en Afghanistan soient ramenées en toute sécurité et pour que certaines parties de l'Union soviétique deviennent indépendantes. En République démocratique allemande, le mot réunification a commencé à être prononcé à nouveau et des milliers de personnes se sont rassemblées sur le mur de Berlin pour exiger qu'il soit détruit. En novembre 1989, dans une atmosphère presque festive, le mur a été détruit, permettant un accès libre entre la ville et la République démocratique allemande, qui s'est officiellement unifiée avec la République fédérale d'Allemagne en 1990. Un mois plus tard, des révolutions ont secoué la Tchécoslovaquie, la République de Bulgarie et la Roumanie, renversant leur gouvernement communiste. En mars 1990, la République de Lituanie s'est déclarée indépendante de l'Union soviétique, et moins d'un an plus tard, d'autres États soviétiques tels que la République de Biélorussie et le Kazakhstan ont commencé à suivre. Ceux rivaux voyaient les réformes de Gorbatchev comme annonçant la fin de l'Union soviétique, et du 19 au 21 août 1991, un groupe de conservateurs a organisé un coup d'État à Moscou, mais a échoué. Le jour de Noël, 1991, le drapeau rouge de l'Union soviétique a été retiré du Kremlin et remplacé par les couleurs rouge, blanche et bleue des nouveaux États de Fédération de Russie. De nouveaux pays ont vu le jour après la dissolution de l'Union soviétique. Beaucoup d'entre eux ont hérité d'armes nucléaires, mais celles-ci ont été remises à la Fédération de Russie d'ici 1996. Bien que la guerre nucléaire ait été évitée, il est presque impossible d'estimer combien de personnes sont mortes à cause de la guerre froide et de ses activités connexes. Il est difficile de savoir ce qui constituait un conflit de la guerre froide ou non. Un exemple de cela est la Libye qui, bien qu'elle ne soit pas communiste, était anti-américaine et donc soutenue par Moscou. Il y a aussi des parties significatives de l'histoire de la guerre froide qui restent secrètes. Nous n'avons donc pas encore le récit complet. Le rythme extraordinairement élevé des opérations militaires dans le monde entier a également conduit à de nombreux accidents. Tout récemment, en mars 2020, l'épave du sous-marin USS Stickleback, qui a coulé le 28 mai 1958, a été découverte au large de Hawaï. Le sous-marin a coulé après une collision avec un destroyer, alors que tous deux participaient à des exercices navals. De plus, bien que les bombes n'aient jamais frappé Washington-Moscou, Londres ou Paris, le coût économique de la guerre froide a imposé des charges monétaires incroyables à tous les participants et a eu un impact considérable sur leur société. Les cicatrices sociales de vivre dans la peur d'un Armageddon nucléaire pendant des années restent encore dans beaucoup de ces pays. Pourtant, 1991 n'était guère la fin des problèmes entre ces deux mondes et leurs factions. République de Cuba reste communiste jusqu'à ce jour et a dû endurer une relation extrêmement houleuse avec les États-Unis. Les rebelles communistes restent une menace dans des régions d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. Bien que la chute du communisme ait joué un rôle dans les guerres de République fédérale de Yougoslavie des années 90, une période de conflit qui a vu certaines des pires atrocités commises en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Après 1991, il y avait l'espoir que le monde puisse enfin se débarrasser de son arsenal d'armes nucléaires, car elle semblait désormais être un reliquat extrêmement coûteux de la période de la guerre froide. Mais alors que le nombre d'armes individuelles a nettement diminué, beaucoup soutiennent que le jeu de surenchère nucléaire n'a fait que s'intensifier. La République populaire de Chine possède maintenant sa propre flotte de sous-marins à missiles balistiques armés de têtes nucléaires, tandis que l'Inde a lancé un programme de construction de sous-marins d'attaque nucléaire en 2015. Peut-être encore plus inquiétant est le fait que la Fédération de Russie et les États-Unis continuent de s'entraîner et de simuler l'utilisation d'armes nucléaires à capacité limitée. Cela a été particulièrement vrai à l'époque de la politique américaine sous Trump, comme l'a expliqué le correspondant de Bloomberg, Hal Brands, en mars 2020. Le Pentagone s'entraîne pour une guerre nucléaire limitée afin de montrer qu'il peut répondre aux frappes nucléaires russes de manière proportionnelle et donc crédible,
signalant ainsi sa détermination sans déclencher l'apocalypse. Enfin, on ne peut ignorer que malgré une sorte de lune de miel dans les années 1990, les relations entre Moscou et Washington se sont à nouveau détériorées au XXIe siècle, principalement en raison de la situation au Moyen-Orient. La Fédération de Russie s'est opposée à l'action militaire américaine en République d'Irak en 2003, tandis que les États-Unis se sont opposés à l'intervention russe dans la guerre civile syrienne en 2015, couplée au retour des bombardiers russes patrouillant dans l'Atlantique Nord, à l'empoisonnement suspect des Skripal à Salisbury en 2018 et aux preuves d'ingérence russe dans le référendum britannique sur l'UE et les élections américaines. Il semble que si la guerre froide est peut-être terminée, l'héritage de la méfiance persiste.